Donc, sans plus tarder, passons à un autre sujet. En effet, y a-t-il un effet structural des traitements de la spondyloarthrite axiale? En effet, l'évolution de la spondyloarthrite vers l'ankylose et la déformation arachidienne est la conséquence la plus redoutée au cours de cette maladie. Actuellement, l'efficacité des traitements disponibles sur l'activité de la maladie et sur la douleur ne font plus de doute. Toutefois, stopper la progression structurale constitue le vrai challenge pour les rhumatologues. On a été très rapidement déçus des premières études sur l'effet structural de ces traitements, contrairement à la polyarthrite rhumatoïde où l'effet structural a été très rapidement confirmé, mais on commence à avoir un peu d'espoir avec surtout les données à long terme des traitements par anti-TNF-alpha et avec les travaux sur les mécanismes de l'ossification enchondrale. Alors, tout au long de cet exposé, nous allons avoir en notre compagnie cette très belle fresque de Leonardo da Vinci, donc, qui va en effet nous révéler d'autres mystères que son sublime sourire. Alors, les anti-inflammatoires non stéroïdiens constituent la pierre angulaire donc, du traitement des spondyloarthrites à nos jours, ça reste encore. Depuis leur succès inégalable, depuis la première utilisation en 1947, ils ont un effet spectaculaire sur la douleur, ce qui a fait que ces molécules ont été même inclus comme critères diagnostiques pour les critères d'AMOR. Leur premier effet structural a été décrit par les orthopédistes, en effet, donc avec l'effet sur l'ossification hétérotopique sur prothèse qui a été confirmé par une méta-analyse. Et actuellement, on peut effectivement rechercher cet effet structural au cours de la spondyloarthrite axiale grâce essentiellement à deux nouveautés. D'abord, pouvoir quantifier l'évolution structurale de cette maladie grâce au MSAS et aussi pouvoir quantifier la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens grâce au développement de l'indice ASAS-NSAIDS par le groupe ASAS. Donc, vous connaissez tous certainement l'indice MSAS. C'est un indice qui a l'avantage en fait de pouvoir évaluer d'une façon quantitative l'évolution structurale au cours de la spondyloarthrite. Il évalue donc les indices Moffitt sur la berge antérieure des corps vertébraux, aussi bien au niveau du rachis cervical qu'au niveau du rachis lombaire. Donc, ça permettait d'avoir un indice qui est une valeur qui est quantifiable sur laquelle on peut effectuer des études et des analyses statistiques. Le score ASAS-NSAIDS, donc en effet, c'est pour la principale limite pour évaluer l'effet structural au cours de la spondyloarthrite, c'était de ne pas pouvoir avoir un groupe témoin, un comparateur, parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'arrêter ces traitements chez des patients pendant de très longues durées pour mettre en évidence cet effet structural. C'est pour cette raison que la majorité des études étaient des études comparatives entre une prise continue d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et une prise à la demande. Mais actuellement, grâce à cet indice qui a été élaboré par le groupe ASAS en 2011, on peut avoir une évaluation qui est plus objective. C'est un indice qui allie à la fois la dose quotidienne prise par le patient, ainsi que le rythme de cette prise. Par exemple, imaginez un patient qui prend 150 mg de diclofénac par jour, tous les jours, donc il est à 100% de son score. S'il prend seulement 75 mg par jour, tous les jours, il est à 50% de sa consommation, de son score. Alors, la première étude qui a mis en évidence l'effet structural des anti-inflammatoires non stéroïdiens est celle de Vanders, qui a été publiée en 2005. Et en effet, les auteurs ont comparé une prise continue des anti-inflammatoires non stéroïdiens versus une prise à la demande chez 150 patients. Et cette étude a mis en évidence, a permis d'objectiver que les patients qui étaient en fait qui prenaient les médicaments d'une façon discontinue, étaient plus progresseurs que les patients qui prenaient les médicaments d'une façon continue, comme vous le voyez. Et si on veut être un peu exigeant par rapport à cette progression structurale, si on va placer un peu la barre un peu plus haut et on exige
que la variation soit au moins supérieure à 3 unités, donc au bout de 2 ans de traitement, là aussi l'effet persiste et les patients qui prenaient les anti-inflammatoires d'une façon discontinue étaient plus progresseurs que les patients qui prenaient le traitement d'une façon continue. Donc une analyse post-hoc donc, de ces résultats a permis de déterminer le profil de patients qui étaient répondeurs en fait, donc chez qui on peut espérer cet effet structural. Et là vous voyez que les patients ayant un syndrome inflammatoire biologique, une CRP élevée, et les patients qui avaient une maladie active avec un score ASDAS-CRP supérieur à 4 étaient les plus répondeurs et chez qui donc cet effet structural a été mis en évidence d'une façon plus importante. Alors, une deuxième étude publiée en 2012 à partir donc de la cohorte GESPIC, confirme aussi ces résultats. L'avantage de cette étude est d'avoir évalué aussi bien des patients présentant une spondyloarthrite donc radiographique, répondant aux critères de New York modifiés, qu'une spondyloarthrite non radiographique. Et aussi, donc, les patients ont été évalués à baseline et à 2 ans, grâce au score MSAS. Et aussi, l'avantage majeur aussi de cette étude, c'est qu'ils ont utilisé le score ASAS-NSAIDS. Alors, donc, voici les résultats donc, de cette étude. Voici les paramètres cliniques et les paramètres radiographiques. Et là, vous voyez que le groupe de spondyloarthrite radiographique, dans le groupe surtout des spondyloarthrites radiographiques, vous voyez bien que l'indice de consommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens était donc plus important chez les patients actifs. Et donc, quant à l'effet structural, quant à l'évolution du score AMSAS, effectivement, donc, les patients qui avaient un score de consommation d'anti-inflammatoires faible, inférieur à 50%, étaient plus progresseurs que les patients donc, qui consommaient de fortes doses d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et cet effet a été mis en évidence surtout dans le groupe radiographique comparativement au groupe non radiographique. Donc, voici donc l'analyse statistique et vous voyez très bien que la différence était significative dans le groupe radiographique. Alors, donc les auteurs aussi ont fait une analyse pour dresser le profil des patients répondeurs et là aussi, ils confirment que les patients ayant un syndrome inflammatoire biologique et qui avaient déjà des syndesmophytes étaient les plus répondeurs à cet effet structural des anti-inflammatoires non stéroïdiens et du coup, on commence à entrevoir un nouveau donc, effet de ces traitements anti-inflammatoires qu'on ne voyait pas auparavant, de même que vous voyez donc au cours de la Mona Lisa qu'il y a un petit chat donc, qu'on ne voyez pas aussi auparavant. Alors, la prise d'anti-inflammatoires à dose élevée, une prise quotidienne en continu d'au moins 50% de la dose maximale recommandée, permettait de prévenir l'évolution structurale de la spondyloarthrite et que particulièrement les patients qui avaient une CRP élevée et qui avaient déjà des syndesmophytes ces deux facteurs seraient des facteurs prédictifs d'une meilleure action des anti-inflammatoires non stéroïdiens sur la progression structurale. Toutefois, une étude plus récente, donc publiée par Sieper et collaborateurs en 2015, donc, à partir d'une étude multicentrique sur 15 centres dans le nord de la Hollande, et ils ont comparé en fait l'effet du diclofenac sur 2 ans sur l'indice MSAS. Donc, et toutefois, donc, cette étude était négative et les auteurs n'ont pas pu mettre en évidence donc, cet effet structural qu'on voyait en fait avec les premières études. Alors, est-ce qu'on nous a posé un lapin? Donc, les premières études, est-ce qu'on nous a posé un lapin? Vous le voyez ici. Alors, pour expliquer cette discordance entre ces études, on peut penser que les résultats donc, initiaux étaient non reproductibles plusieurs années plus tard. Pourquoi? D'abord, les résultats de ces études initiales peuvent être des faux positifs à cause de la faible variation du score MSAS qui est très proche de la marge d'erreur et aussi que l'effet mesuré n'était pas très important avec un odds ratio qui se rapproche de 2. Et sinon, on peut penser aussi que les populations de ces études étaient différentes en fait, avec des formes les plus sévères donc, de spondyloarthrite qui étaient moins fréquentes dans les études récentes puisque la majorité de ces patients donc, qui avaient des formes réfractaires, des formes sévères, étaient plutôt sous anti-TNF-alpha et on ne pouvait pas donc, les inclure dans cette étude.
Alors, est-ce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent avoir un effet donc sur la physiopathologie du remodelage osseux? En effet, on voit que la prostaglandine, elle peut avoir un effet, donc qui est la cible donc des anti-inflammatoires non stéroïdiens, peut avoir donc un effet sur les ostéocytes et elle semble plutôt favoriser donc inhiber la sécrétion de DKK1, ce qui entraîne une augmentation de la formation osseuse. Alors, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont-ils aussi un effet sur l'inflammation et là objectivée par l'IRM? Effectivement, donc cette étude publiée en 2016 par Varkas et collaborateurs a objectivé l'effet donc d'une dose optimale d'anti-inflammatoires non stéroïdiens sur l'inflammation vue à l'IRM du rachis et des sacro-iliaques. Et là, vous avez vu, donc vous voyez que l'effet se confirme aussi bien sur la partie intensité du score ASAS, donc SPARC, pardon, et que sur le volet topographique donc, de l'inflammation au niveau des sacro-iliaques. Alors, qu'en est-il des anti-TNF-alpha? Alors, l'efficacité clinique des anti-TNF-alpha ne fait plus de doute. Ça a été confirmé avec toutes les molécules dont on dispose actuellement. Toutefois, leur effet structural a été très rapidement mis en question et aucune étude effectuée sur 2 ans avec l'indice AMSAS n'a pu démontrer une efficacité de ces traitements avec les différentes molécules qui sont à notre disposition. Là aussi, on nous a posé un deuxième lapin, si vous voyez ici. Il y a aussi une ombre d'un autre lapin là. Toutefois, récemment, donc, et grâce à une étude canadienne, on commence à avoir un peu d'espoir. Et c'est une étude qui a évalué la progression structurale à long terme. C'est une étude longitudinale qui a inclus des patients qui prenaient des médicaments, donc des anti-TNF-alpha sur une longue période. Et c'est la première étude qui a donc retrouvé l'effet structural donc, des anti-TNF-alpha. Là, c'est une étude qui a inclus 334 patients donc, répondant aux critères de New York modifiés, avec un suivi moyen de 2,5 ans et c'est un suivi qui allait jusqu'à 5 et 6 ans. Et là, les auteurs ont recherché donc, les paramètres qui avaient un effet sur la progression structurale. Ils ont retrouvé que la présence déjà de syndesmophite, c'est-à-dire le MSAS à baseline, était un facteur prédictif de progression structurale, que l'inflammation, là attestée par une élévation de la VS, était aussi un facteur favorisant la progression structurale, le tabac aussi, mais surtout pour la première fois, donc une étude qui confirme que les anti-TNF-alpha avaient un effet sur la progression structurale, préventif sur la progression structurale. Alors en cherchant un peu quel profil de patient donc, qui était plus répondeur à cet effet-là des anti-TNF-alpha, alors les auteurs ont retrouvé que les patients qui présentaient la meilleure observance, donc une prise de médicaments supérieure à 50% pour la durée de l'étude, étaient les plus répondeurs donc, aux anti-TNF-alpha, que le délai d'introduction de ces traitements était aussi un facteur important, avec une meilleure réponse chez les patients chez qui on a introduit très rapidement les anti-TNF-alpha avant 5 ans d'évolution de cette maladie. Et ça se voit ici sur cette courbe. Vous le voyez ici que les patients donc, chez qui on a introduit tout le médicament donc, répondaient mieux sur le plan structural. Mais l'information la plus importante donc, de cette étude, c'est que cet effet structural ne commence à être perceptible qu'à partir de la 4e année de prise de ce traitement. Avant, donc, les deux courbes étaient superposables et à partir de la 4e année, on commence à quantifier, à pouvoir objectiver cet effet structural sous anti-TNF-alpha. Alors, ces résultats ont été confirmés aussi avec cette cohorte, donc cohorte néerlandaise aussi, qui comporte 210 patients et donc une évaluation de la progression structurale a été effectuée jusqu'à 8 ans après donc, le début du traitement par anti-TNF-alpha. Et là, les auteurs ont retrouvé que pendant les 4 premières années, la vitesse de progression structurale était de pratiquement 2 points, donc 2 points du score de AMSAS. Mais à partir de la 4e année, le score, donc la vitesse de progression structurale des patients sous anti-TNF-alpha chutait à 0,8 points.
Et elle a montré aussi que donc, cet effet a été aussi confirmé, même après des ajustements sur la présence déjà de syndesmophite, sur le sexe, le statut HLA-B27, l'âge, la durée des symptômes, le tabac, le BMI, l'activité de la maladie et même l'usage des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, effectivement, on peut espérer un effet structural des anti-TNF-alpha qui n'est perceptible que si on utilise ce traitement au long cours, au-delà de 4 ans, que si on commence donc tout le traitement et si l'observance du traitement est supérieure à 50% au moins. Et là, on commence à avoir un petit espoir. Et là, vous voyez que donc il y a un petit moineau donc dans le visage de la Mona Lisa. Alors, pourquoi ce délai dans l'apparition de l'effet structural des anti-TNF-alpha? En effet, le délai peut s'expliquer de plusieurs façons. On peut penser soit à un effet positif direct des anti-TNF-alpha sur la formation osseuse qui ne commence à être perceptible qu'au bout de quelques années. Sinon, il peut s'agir d'un effet donc anti-inflammatoire qui est soutenu pendant plusieurs années des anti-TNF-alpha qui pourra avoir un effet donc sur l'os. Sinon, les radiographies n'étaient pas le meilleur moyen donc d'évaluer cet effet structural et surtout de détecter d'une façon précoce cet effet structural. Et on doit chercher donc un autre outil d'évaluation de cet effet structural. Et là, donc, vous voyez qu'il y a un petit loup là qui guette la Mona Lisa et donc on va chercher qu'est-ce qu'on pourra faire. Pour changer d'outil, en fait, il faut chercher d'autres moyens d'imagerie, surtout l'IRM. Elle permet de détecter de façon précoce l'inflammation. Alors, quel est l'effet des anti-TNF sur l'inflammation vertébrale des sacro-iliaques? Est-ce que la séquence évolutive, inflammation des coins vertébraux, transformation graisseuse, syndesmophite, est-elle toujours respectée ou non? Et sinon, le MSAS est-il le meilleur moyen donc, pour mesurer l'effet structural, sachant qu'il n'évalue que le versant, la berge antérieure du corps vertébral et non pas le reste du corps du rachis. Alors, pour évaluer l'effet de l'inflammation sur l'effet de l'inflammation vertébrale et des sacro-iliaques, l'effet des anti-TNF-alpha sur l'inflammation vertébrale et des sacro-iliaques, on dispose donc des résultats de cette étude Esther qui a évalué donc la réponse thérapeutique des lésions inflammatoires et graisseuses au niveau des sacro-iliaques et au niveau du rachis. Au bout de 3 ans de traitement par étanercept. Et là, donc, vous voyez que cette étude, elle confirme que sous l'effet du traitement, les ostéites qui étaient présentes à baseline disparaissaient. Donc, là, le signal inflammatoire, il disparaît et il est remplacé par, de la graisse. Et cette étude, vous l'avez vue avant-hier, en détail avec mes amis, Rostom et Emin, qui ont bien détaillé cette étude dans leur atelier IRM des sacro-iliaques. Alors, qu'en est-il chez les patients en début de leur maladie, dans la phase précoce de leur maladie? Donc, à partir aussi des résultats de l'étude Esther, donc ces auteurs ont comparé en fait l'effet sur l'inflammation rachidienne chez les patients atteints de spondylarthrite radiographique et chez les patients atteints de spondylarthrite non radiographique, et ils avaient comme critère principal d'évaluer les lésions sur l'IRM. Et là, vous voyez que aussi bien au niveau du rachis qu'au niveau des sacro-iliaques et même au niveau des autres sites inflammatoires évalués par l'IRM corps entier, donc les patients, les anti-TNF-alpha avaient un effet positif et ils permettaient de faire disparaître donc ce signal inflammatoire chez ces patients et ils prévenaient l'apparition de nouveaux sites inflammatoires comparativement là à la salazopyrine. Et que cet effet était comparable chez les patients radiographiques et non radiographiques. Alors, est-ce que la suppression de l'inflammation permettait de prévenir le développement de syndesmophite? Donc, c'est une donnée qui reste toujours donc, de controverse. D'après cette étude allemande, donc, qui a évalué sur 2 ans d'évolution, aussi bien sur l'IRM que sur les radiographies standards, cette étude a inclus une quarantaine de patients répondant aux critères de New York modifiés et plus que 900 coins vertébraux ont été analysés chez les patients. Au bout de 2 ans de traitement par soit étanercept,
soit infleximables. Et là, vous voyez que les coins qui étaient inflammatoires à baseline avaient plus de risques de développement de syndesmophite, donc à 2 ans, avec un autre ratio, comme vous le voyez ici, à pratiquement 3. Une autre étude qui confirme les mêmes données, donc avec 36 patients qui recevaient soit de l'infliximab, soit de l'adalimumab au bout de 2 ans. Et là aussi, donc, la présence d'une inflammation au niveau d'un coin vertébral permettait de prédire l'apparition d'un syndesmophite au niveau de ce coin vertébral. Alors, est-ce que la séquence inflammation, graisse, syndesmophite est-elle toujours respectée? Cette étude donc, qui a été effectuée chez pratiquement 170 patients atteints de spondyloarthrite axiale. Donc, les auteurs ont évalué aussi bien le signal inflammatoire que le signal graisseux et ils ont cherché est-ce que ces signaux étaient prédictifs de l'apparition de syndesmophite au bout de 102 semaines de traitement. Et là, vous voyez que la présence d'une inflammation au niveau d'un coin vertébral donc permettait de prédire l'apparition d'un syndesmophite au bout de 2 ans de traitement avec un odds ratio ajusté qui variait entre 1,7 et pratiquement 2, et même que la présence de graisse au niveau d'un coin vertébral à baseline était prédictive de l'apparition d'un syndesmophite avec un odds ratio ajusté entre 1,6 et 2,3. Donc, aussi bien la graisse que l'inflammation permettaient de prédire donc l'apparition d'un syndesmophite au niveau de ces sites. Mais une autre information donc très importante qui émane aussi de cette étude, donc cette étude confirme que entre 40 et 60% des syndesmophites n'ont pas été précédés par ni de la graisse ni de l'inflammation. Donc, plusieurs études, en fait, donc au-delà de cette étude, plusieurs études confirment bien que l'inflammation donc permettait de prédire l'apparition de syndesmophite avec un odds ratio, comme vous voyez, qui varie entre 2 et 3, mais que la séquence évolutive inflammation, coin vertébral, graisse, syndesmophite n'est pas toujours respectée. Et comme vous voyez, donc certains d'entre vous peuvent voir une belle femme là, et d'autres peuvent voir 3 oiseaux qui vont nourrir leurs enfants, donc, les petits oiseaux là dans le nid. On peut regarder le même schéma de 2 façons différentes. On peut voir que les syndesmophites, il y avait plus de risques d'apparition de syndesmophites si on a de l'inflammation et si on a de la graisse, mais aussi que un certain nombre, qui est assez important quand même, 2/3 des syndesmophites sont apparus sans qu'ils soient précédés par ni de l'inflammation ni de la graisse. Alors, donc, plusieurs auteurs se sont penchés sur cette question et ont essayé de voir comment, est-ce que cette séquence évolutive était respectée ou non. Et il arrive en fait à différencier entre 2 types de lésions au niveau des coins vertébraux. Il y a les lésions qu'on appelle inflammatoires aiguës. C'est des lésions qui disparaissent très rapidement donc, sous l'effet du traitement. Il n'y a pas de phase de réparation qui va suivre. Il n'y a pas de métaplasie graisseuse. Et là, il n'y a pas de syndesmophite qui se développe. Par contre, il y a un autre type d'inflammation, c'est l'inflammation persistante, dite des lésions matures, et qui sont suivies par une phase de réparation et par une métaplasie graisseuse, et ces lésions donc, étaient plus à risque de développement de syndesmophite. Et là aussi, ça a été confirmé par cette étude donc, de Macado et collaborateurs. Alors, y a-t-il d'autres facteurs qui vont influencer donc, le développement de cette évolution structurale au cours des spondyloarthrites en dehors de l'inflammation? Y a-t-il un rôle qui est joué par les contraintes mécaniques? Vous savez tous que chez des patients chez qui on suspecte une spondyloarthrite, on va chercher les syndesmophites au niveau de la charnière dorso-lombaire. Ce n'est pas un hasard, c'est une charnière qui est très mobile et là, on peut suspecter donc, le rôle des facteurs mécaniques dans la genèse de ces lésions structurales, de même qu'au niveau du calcanéum. Vous savez très bien que l'anthèse la plus fréquemment touchée et la plus précocement touchée, c'est l'anthèse calcanéenne. Et là, donc, vous savez que le calcanéum subit beaucoup de contraintes mécaniques.
Alors, est-ce qu'on cherche bien nos syndesmophiles dans le bon endroit? Alors, ces auteurs donc, ont essayé d'évaluer, de rechercher donc, la distribution spatiale dans le corps vertébral des syndesmophiles et ils ont retrouvé que, donc, à partir d'une analyse tridimensionnelle d'images scanographiques, donc, il y avait un logiciel qui est dédié à ça et ils ont recherché en effet les zones où les syndesmophites ont tendance à se développer le plus. Et là, vous voyez que c'est plutôt, donc si vous voyez sur ces courbes-là, donc là, vous avez tout le corps vertébral, et là, vous avez qu'il y a deux pics. Donc, dans ces deux pics correspondent à la région postérolatérale, donc droite et gauche. Donc, et les syndesmophites avaient une tendance à se développer surtout au niveau de la charnière et au niveau de la partie moyenne du rachis lombaire. Donc, le MSAS, en effet, ne permettait pas de bien voir, donc de bien évaluer la progression structurale, puisque les syndesmophites ont tendance à se développer plutôt dans la partie postérolatérale, et cet effet n'est pas évalué par le MSAS. Alors, est-ce que la fragilisation osseuse localisée peut jouer un rôle ou non dans le développement de ces syndesmophites? En effet, la perte osseuse essentiellement trabéculaire au cours de la spondyloarthrite a été confirmée par plusieurs études et une étude récente utilisant le QCT, c'est un outil qui permettait d'évaluer la densité minérale osseuse et aussi l'atteinte micro-architecturale au niveau du rachis, a montré l'existence d'anomalies de la micro-architecture osseuse au niveau du rachis ankylosé chez les patients atteints de spondyloarthrite, ce qui fait donc de ça un argument supplémentaire en faveur de la participation des facteurs osseux locaux à la formation des syndesmophites, en plus de l'inflammation. Donc ce rôle est joué surtout par les cytokines et les mécanorécepteurs semblent avoir un effet sur les ostéocytes et sur les ostéoblastes en particulier en baissant la sécrétion d'une cytokine très importante dans la formation osseuse qui est le DKK1 ou bien le facteur DKOF1. Et là, plusieurs études ont confirmé que le taux de cette cytokine était fortement abaissé chez les patients atteints de spondyloarthrite axiale et ceci s'associe à une ankylose, l'apparition d'une formation osseuse et à l'ankylose, et contrairement au cours de la polyarthrite rhumatoïde, ce facteur était élevé et ceci s'associait à des érosions osseuses. Alors, ce facteur donc, était très lié en effet à l'apparition de phénomènes de fusion au niveau de la sacro-iliaque. Et ces auteurs donc, ont essayé d'expliquer ou bien de déterminer les différents facteurs qui vont influencer les lésions structurales au cours de la spondyloarthrite. En effet, il y a le concours de l'inflammation et du stress biomécanique. C'est pas seulement l'inflammation, c'est aussi le stress biomécanique au niveau donc du rachis, des sacro-iliaques, des anthèses, et ceci s'associe à une baisse donc une fragilisation osseuse, et ceci va entraîner l'apparition des syndesmophites. Et si on arrive à agir aussi bien sur la fragilisation osseuse que sur l'inflammation, on pourra éventuellement prévenir l'effet structural des traitements et ne pas avoir à traiter des patients avec des lésions structurales aussi importantes. Et là, donc vous voyez que le tableau peut comporter aussi d'autres facteurs qu'on ne voyait pas auparavant. Et là, vous voyez qu'il y a plein de visages là derrière la Mona Lisa qu'on ne voyait pas auparavant. Il y a d'autres acteurs qui jouent dans la progression structurale outre l'inflammation. Alors, qu'en est-il des autres traitements, des nouveaux traitements des spondyloarthrites? Donc, on va parler surtout de l'IL-17 et donc de l'axe IL-12, IL-23 et aussi des médiateurs de l'inflammation intracellulaire. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur l'IL-17, ça fait l'objet de la conférence suivante, mais l'IL-17 est une cytokine qui va agir à plusieurs niveaux, comme vous voyez, sur plusieurs cellules qui interviennent dans la progression structurelle
structurale. On ne va pas détailler les deux études Measure 1 et Measure 2, mais surtout on va parler de l'effet structural donc, de l'IL-17 qui a été confirmé sur les lésions vues à l'IRM, c'est-à-dire l'inflammation. Donc, comme vous voyez ici, une baisse nette donc, du score inflammatoire, aussi bien au niveau des sacro-iliaques qu'au niveau du rachis. Donc, chez les patients traités par secukinumab à la semaine 52. Mais surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'effet sur le score MSAS. Et là, vous voyez qu'au bout de 2 ans de traitement, pratiquement 90% des patients n'avaient pas du tout de progression structurale. Et là, on peut déduire un effet structural de cette molécule au cours de la spondyloarthrite axiale. Ça a été aussi confirmé par des études in vitro chez la souris. Et là, vous voyez que chez les souris donc, traitées par anti-IL-17, il y avait une incidence qui était nettement abaissée de spondylite à ce niveau. Qu'en est-il des autres cibles thérapeutiques donc, au cours de la spondyloarthrite? Là, je vous présente l'étude TOPAZ, qui est une étude proof of concept donc de l'ustekinumab au cours de la spondyloarthrite. Vous connaissez ce traitement dans le rhumatisme psoriasique, mais pas dans la spondyloarthrite. Et c'est une étude qui a inclus 20 patients. Et là, outre l'effet donc sur les paramètres inflammatoires au cours de la spondyloarthrite, il y avait aussi un effet sur le score d'ostéite au niveau des sacro-iliaques et au niveau du rachis qui était significatif de cette molécule. Enfin, on va parler donc des molécules de signalisation intracellulaire et en particulier de tofacitinib. En effet, donc c'est une molécule qui a confirmé son efficacité dans l'APR, dans le rhumatisme psoriasique, mais aussi dans plein d'autres maladies auto-immunes et inflammatoires, notamment le vitiligo, la calvitie et la CRH. Et là, donc, il y avait une étude donc, de phase 2 qui a été présentée par Désiré Van Der Edge dans le congrès de l'ELAR de 2016. Et donc cette étude a évaluer l'effet de différentes doses donc, de tofacitinib chez les patients donc, souffrant de spondyloarthrite. Et outre l'effet donc, clinique, vous voyez l'effet clinique, surtout de la dose de 10 mg 2 fois par jour sur les paramètres cliniques, il y avait aussi un effet sur le score SPARC, sacro-iliaque et rachis, et surtout qui était visible surtout donc, avec la dose de 10 mg x 2 par jour, et ceci même à partir de la 12e semaine de traitement. Alors pour conclure, on peut espérer un effet structural donc, des anti-inflammatoires non stéroïdiens moyennant une prise continue de ce traitement, une dose optimale et particulièrement chez des patients qui ont déjà des lésions structurales et une CRP élevée. Donc on peut espérer un effet structural des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour les anti-TNF, il faut commencer le traitement précocement. Il faut une bonne observance du traitement, une utilisation au long cours de ces traitements pour espérer un effet structural donc des anti-TNF-alpha. L'inflammation n'explique pas tout. Donc, il y a un rôle important qui est joué par la fragilisation osseuse, par les mécanorécepteurs et par les cytokines à action locale osseuse. Le MSAS, a priori, ce n'est pas le meilleur moyen pour évaluer les lésions structurales puisqu'il n'évalue pas l'atteinte au niveau de la partie postérieure du corps vertébral, et une analyse multidimensionnelle donc, du développement des scènes dysmorphiques permettrait plutôt de mieux évaluer cet effet structural. Et enfin, les perspectives d'avenir nous viennent surtout avec la recherche génomique qui nous aidera à identifier les patients à fort potentiel de progression structurale chez qui on va commencer donc plutôt le traitement et d'une façon plus énergique. On va enfin lever le mystère et voici donc la fresque originale de Leonardo da Vinci, et celle-là c'est une reprise en fait d'un peintre mexicain qui est Octavio Ocampo, qui est très doué pour tout ce qui est illusion optique, mais l'avantage donc de cette fresque c'est qu'elle nous a permis de voir donc ce petit chat. On peut penser qu'il y a bien un petit chat aussi au niveau du cou de la Mona Lisa, et là vous voyez très bien donc il y a un loup qui guette la Mona Lisa qu'on ne voyait pas auparavant. Je vous remercie.